Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité en ce 14 août. Ici Philippe Labrec au micro. Après une défaite dans l'élection partielle d'Arthabasca, malgré un score honorable, Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec restent à la porte de l'Assemblée nationale. Notre invité d'aujourd'hui a signé une lettre remarquée sur le sujet. Dans cette victoire du PQ, il n'y voit pas un élan souverainiste, mais plutôt le choix d'un peuple mentalement dépendant dans un statu quo marqué par le socialisme étatique. Faut-il parler d'une victoire pré-référendaire pour le PQ ou de l'incapacité des Québécois à rompre avec un modèle essoufflé hérité de la Révolution tranquille? Pour en parler, nous recevons le rédacteur en chef de Libre Média, c'est libre-media.com, Jérôme Blanchet-Gravel. Monsieur Blanchet-Gravel, bonjour. Bonjour, Monsieur Labrec. Je vais vous citer là, dans votre tribune que vous avez signée sur libremedia.com. Je vous cite: « Ce statu quo a un prix énorme. Nous le payons tous les jours. Ce prix, c'est celui du socialisme de confort, un socialisme de caste généré par une bureaucratie hypertrophiée, financée par une fiscalité parmi les plus contraignantes en Amérique du Nord. » Fin de la citation. Comment et pourquoi tenter de briser ce statu quo et pourquoi Duhaime était celui... ou est-il encore celui qui pourrait faire cela à vos yeux? Écoutez, Éric Duhaime n'est pas un homme politique parfait. Il a mené une campagne imparfaite. Il a un style un peu brouillon, etc. On peut lui reprocher bien des choses, mais quant à la question du modèle québécois, plus précisément, c'est le seul, encore aujourd'hui, je pense, qui est prêt justement à briser les tabous qui protègent en quelque sorte ce fameux modèle, le modèle québécois qui, je pense, à bout de souffle. On le voit, il y a un déclin quand même de ce modèle-là qui accompagne je ne vais pas dire la chute du Québec, mais quand même, il y a des signes très clairs d'un déclin du système, ne serait-ce que le système de santé. Donc, on pourrait élaborer beaucoup, mais sur le plan, c'est ça, strictement du modèle, Éric Duhaime était le seul et encore le seul à pouvoir faire bouger les choses en quelque sorte. C'est-à-dire avoir une parole libérée sur ces enjeux-là. Après, évidemment, il y a deux axes. Il y a l'axe, on pourrait dire économique. Ensuite, sur l'axe, la question nationale, là, c'est peut-être lui qui défend le statu quo dans le Canada, c'est-à-dire évidemment. Donc, il y a deux axes. Évidemment, il y a deux manières de le voir. Là. Ça, je l'accorde évidemment aux autres observateurs là, qui voient vraiment un renouveau souverainiste, c'est-à-dire quant à la question du modèle, le PQ, pour moi, c'est le statu quo. Donc, à l'intérieur du Québec, pour moi, le PQ, c'est le statu quo, sa victoire. Et à l'intérieur du Canada, ce n'est pas le statu quo. Mais c'est très paradoxal, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs qui ont voté pour le Parti québécois d'Arthabasca qui, il y a quelques semaines, votaient pour Mark Carney. Là. Donc, il ne faut pas penser que cette victoire-là signe vraiment un réveil souverainiste tel que, le dirait des Mathieu Bock-Côté. Je pense que c'est exagéré et qu'il faut faire attention. Là. C'est-à-dire qu'il y a des forces quand même, il y a une résistance passive à l'œuvre malgré tout dans le vote anti-Duhaime, un peu au même titre que dans le vote anti-Poilievre et pro-Carney. Donc, je pense pas, c'est moins en fait un vote pour le changement, je pense, qu'un vote pour le statu quo dans cette perspective-là. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait un vote aussi fort qu'on pourrait qualifier d'anti-Duhaime? Et ça semble être confirmé ce que vous avez dit dans le sens où on m'a dit, ici même en nombre d'ailleurs, mercredi, que des gens qui auraient voté autrement pour le Parti libéral ont voté pour le Parti québécois dans la partielle, de toute évidence, simplement pour bloquer Duhaime, pas parce qu'ils partageaient l'élan souverainiste du Parti québécois, mais parce qu'ils voulaient empêcher Duhaime de rentrer et donc ont voté stratégiquement. Parce qu'autrement, ils auraient voté PLQ. Mais premièrement, que pensez-vous de cette façon de penser, de un, et pourquoi, ou comment expliquer, si on peut dire, le vote anti-Duhaime, l'espèce de rejet d'un viscéral, j'ai envie de dire? C'est ça. C'est un vote qui est quand même très réactif. C'est une réaction à... Et oui, on a établi une sorte de cordon sanitaire, finalement, comme pour reprendre une expression qu'on utilise en Europe francophone, autour d'Éric Duhaime, qui est diabolisé, qui présenté comme l'incarnation, comme un hérétique, finalement, qui ne rentre pas dans le moule. Donc, écoutez, je pense que ça me donne raison. Là, c'est-à-dire, à partir du moment où des fédéralistes convaincus votent pour le PQ pour bloquer Duhaime, on s'aperçoit qu'on n'est pas exactement dans un élan souverainiste. Là. Donc, c'est le même phénomène que le phénomène Carney, c'est-à-dire quand des gens du Bloc québécois ont appuyé Carney et que
vraiment des souverainistes étaient devenus plus attachés au Canada, enfin, apparaissaient plus attachés au Canada finalement que les Canadiens anglais eux-mêmes. Mm-hmm. C'était quand même tout un paradoxe. Donc, ce sont les forces de l'inertie à l'œuvre. Donc, on a effectivement quelque chose de viscéral, d'instinctif. Ah, il y a instinctivement, le Québec s'est protégé d'une sorte d'une remise en question. Encore une fois, plus sur le modèle. Et Dieu sait qu'on est loin au Québec actuellement d'un Javier Milei qui ferait vraiment le ménage. Donc, on s'accroche, je pense que c'est ça. On s'accroche instinctivement à notre confort. On est incapable d'admettre que le modèle est à bout de souffle. C'est la solidarité sociale. Le Québec est très orwellien. Durant la pandémie, c'était la solidarité. Les infirmières font la grève, c'est toujours la solidarité. Les patients meurent dans les hôpitaux, c'est la solidarité. C'est toujours la solidarité au Québec. Vous comprenez? Les médecins spécialistes se négocient des primes, c'est la solidarité sociale, encore une fois. Donc, c'est très, très évidemment, c'est orwellien, là. Mais Duhem a quand même récolté 35% des voix, là, ce qui est, il y a à peine quelques années, je pense que le PCQ aurait récolté 0% des voix dans une partielle. Mm-hmm. Il y a quand même un certain sursaut, puis en même temps, Duhem n'a pas une plateforme à tout casser au point de vue révolutionnaire. Il veut bien sûr rationaliser l'État et donc une approche beaucoup plus disons libéraliste de l'économie et de la gestion des publics de l'État, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus, là, à mon avis. Et quand même, il a cherché 35% des voix. C'est pas radical du tout. Il est allé chercher 35% des voix, ce qui est, à mon avis, respectable. Encore une fois, dans le contexte, on voulait peut-être aller trop vite, non? Non, mais on voulait peut-être aller trop vite, où certains voulaient que Duhem l'emporte tout de suite, mais il faut peut-être donner le temps aux choses, comme on dit. Hein. Oui, bien, écoutez, c'est sûr que l'effondrement du PLQ est peut-être un bon signe, là, permet peut-être d'entrevoir un certain espoir pour les militants du PCQ, donc il ne faut pas aller trop vite. Moi, je pense que Duhem est très déçu. Je pense qu'il misait vraiment sur... le PCQ a mis énormément d'énergie, de ressources dans cette campagne. Donc, c'est quand même une défaite crève-cœur là, énorme, brutale pour Éric Duhem. Mais si on regarde les chiffres, c'est vrai que peut-être que l'effondrement du PLQ, s'il se confirme, peut créer une opportunité pour le PCQ à long terme. Cela dit, est-ce que la personnalité de Duhem plaît à une quantité d'électeurs suffisante, un nombre d'électeurs suffisant? Je le sais pas. Il reste quand même un peu prisonnier de son image d'animateur radio. Mais encore là, pour moi, c'était pas fatal. C'est-à-dire, encore là, de quoi on avait si peur? Qu'une seule personne entre à l'Assemblée nationale pour avoir un discours différent sur des enjeux, encore une fois, de l'exploitation des ressources, des enjeux économiques. Ce n'était pas dramatique quand même qu'une seule personne, un seul député fasse ce travail-là. Il y a quand même quelque chose d'un peu fou, là, c'est-à-dire de quoi on a peur. C'est-à-dire, les souverainistes veulent s'affranchir de l'Empire britannique. Moi aussi, j'aimerais bien, mais si on a peur qu'une seule voix dissidente brasse un peu la cage, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, on n'est pas rendu là. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose actuellement... Il est de fabriquer là, dans cette espèce. On dit, oui, regardez, c'est le signe, toujours le signe, le symptôme d'un réveil souverainiste. Oui, mais après la pandémie, il n'y a pas eu d'examen de conscience non plus. Moi, je voudrais bien, et si jamais il y a un troisième référendum, personnellement, je vais me joindre au camp du oui, là, mais je pense pas qu'on soit rendu là du tout. Là. Je pense qu'on a sauté beaucoup d'étapes. Là. Est-ce que c'est pas que collectivement, la psyché collective, je devrais dire, n'est pas sortie entièrement de la Révolution tranquille, de la période de la Révolution tranquille, même si celle-ci semble prendre fin, on n'a pas trouvé l'alternative, et là, j'ai envie de dire, c'est la dernière chance. Le PQ risque de rentrer majoritaire ou minoritaire, dépendamment, mais il est en très bonne position pour former le prochain gouvernement en 2026. Et donc, il aura 4 ans pour faire ce qu'il aurait toujours dû donc faire, donc remporter un référendum. Mais là, d'ici 2030, on risque d'être fixé, à savoir s'il va y en avoir un troisième ou pas. Et là, s'il n'y en a pas un troisième d'ici 2030, risque de jamais d'en avoir un troisième. J'ai l'impression que psychologiquement, inconsciemment, le Québec se donne cette dernière élan, cette dernière chance là, pour certains. Et après, on verra ce qui va arriver. Là. Ça se peut. Et l'histoire est imprévisible. Ce serait quand même assez incroyable parce que les conditions, justement, psychosociales, moi, je pense qu'elles n'étaient pas réunies. Ce serait vraiment l'énergie du désespoir. Apparemment, actuellement, les jeunes serait très souverainiste, sous l'influence de quelques musiciens, là, chanteurs, notamment. C'est possible, c'est-à-dire l'histoire, c'est ça. C'est un ensemble, de conjonctures un peu impossibles. Donc, tout est possible, tout demeure possible.
Mais il reste qu'il faut que ce soit quand même relativement naturel. Là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus inventer de toute pièce médiatiquement le réveil souverainiste. Je pense qu'il y a des chroniqueurs qui sont carrément tentés de faire ça. Actuellement, je pense pas que si vous écoutez les conversations sur la rue, notamment des personnes âgées, ces conversations-là ne sont pas tournées vers la souveraineté. Le travail va quand même être considérable. Et encore une fois, si on a peur de Donald Trump à ce point-là, on est prêt du jour au lendemain à changer son fusil d'épaule, le passer du bloc pour aller vers Mark Carney pour se protéger du nouveau monstre de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire, il y a quand même, la peur est omniprésente au Québec, là, et Dieu sait que l'instrument favori des fédéralistes, c'est la peur. Donc moi, je comprends, je sais pas comment, là, c'est-à-dire, un peuple qui a eu aussi peur que ça durant la pandémie, qui a eu aussi peur que ça de Donald Trump, comment ce peuple-là peut-il voter oui avant 2030? Pour moi, ça, encore ce jour, c'est un mystère, là. Donc, j'espère qu'il va y avoir une sorte de sursaut. Mais sur le plan psychosocial, le Québec ne va pas très bien actuellement. Là. Ça, c'est vraiment l'énergie du désespoir. Mais encore une fois, l'histoire est imprévisible et on n'aurait pas prévu, par exemple, que Donald Trump veuille annexer le Canada si c'est vraiment son intention. Donc, ça se peut. L'Alberta aussi, vous le savez, qui veut peut-être faire ça, accéder à la souveraineté. Donc, on va voir, mais... Il va y avoir un référendum sur un référendum, à propos de référendum sur la souveraineté en Alberta. Donc, ah oui, c'est ça. C'est déjà entamé. Mais en 3 minutes, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a fait un appel, j'ai envie de dire, aux gens centristes et centre-droit qui ont sûrement voté Éric Duhaime en ce qui a trait à pas leur crainte, mais disons leur vision de l'État, justement, leur vision de la société québécoise, qui ressemble de moins en moins au modèle de la Révolution tranquille, étatique, socialiste à la limite, là, si on veut exagérer un petit peu. Est-ce que vous voyez ça d'une bonne augure ou d'une mauvaise augure? Mais je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon est quand même quelqu'un de bien. Après, c'est rendu qu'au Québec, éviter le gaspillage est devenu une concession faite à la droite. Écoutez, ici, on est rendu là. C'est-à-dire, les portes du camp du oui sont ouvertes aux gens de droite. Regardez, on va éviter le gaspillage. Écoutez, il me semble qu'éviter le gaspillage, ça devrait être de gauche et de droite. Là, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Là. Il y a un déni quand même pas mal de la situation des finances publiques, etc. Donc oui, c'est positif, mais il va falloir aller plus loin que ça, évidemment. Là. C'est-à-dire, il faut aller beaucoup plus loin que proposer d'éviter le gaspillage qui devrait évidemment être la norme là, dans quelconque bon gouvernement. Donc, je pense qu'il y a une sincérité de M. Plamondon, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais qu'il y a une naïveté aussi. Et l'équipe, pour moi, du PQ actuellement reste, en tout cas, l'impression est celle d'une équipe très candide, là, c'est-à-dire s'affranchir de l'Empire britannique. C'est quand même quelque chose de costaud. Là. C'est pas. On se souvient du député M. Arsenault, je pense, des Îles-de-la-Madeleine, qui amenait sa boîte à lunch à l'Assemblée nationale durant la pandémie parce qu'il disait que, comme ça, il rentrait pas dans le dépanneur, s'achetait un sandwich, donc il y avait moins de risque de contagion. Écoutez, on fera pas l'indépendance, on ne va pas s'affranchir de l'Empire britannique avec des affaires de boîte à lunch. Là. Il y a quand même. Moi, je pense qu'il va falloir que le PSPP s'entoure de gens un peu plus costauds quand même, là, qui ont fait face à l'adversité. S'affranchir d'un pays, on fait face aux services de renseignement, etc. C'est pas. Je pense qu'il faut s'équiper là, beaucoup plus que ça. Et il faut. On n'est pas prêt exactement. Je pense pas qu'on soit prêt du côté du PQ vraiment à faire cette démarche-là. Sur le plan psychologique, là, je le sens pas. D'ici 2026, d'ici les élections, en 1 minute, d'après vous, qu'est-ce que le PCQ peut faire pour gagner quelques sièges finalement? Bien, écoutez, chez les militants du PCQ à l'interne, je le sais, plusieurs veulent que le PCQ fasse plus évidemment dans l'identité. On dit que ce qui circule, c'est l'idée que le PCQ ne se préoccupe pas justement de la question nationale et que ça pourrait être un angle mort. Est-ce que c'est ça qu'il doit faire? Je ne le sais pas. Mais c'est possible. Peut-être que le PCQ doit être un peu plus bleu et un peu moins rouge. C'est peut-être la chose à faire. Ensuite, c'est à Éric Duhaime de savoir ce qu'il veut faire aussi de la chefferie. Est-ce qu'il veut la conserver? Est-ce qu'il va céder sa place? On ne le sait pas.
Donc, il y a beaucoup d'éléments en suspens, là. Sur ce, Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média, merci. Tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain à la même heure, nous recevons notre analyste en politique municipale, oui, Marc-Antoine Desjardins, à la technique Daniel Fortin, à l'animation moi-même, Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.